réussi à vous en sortir? Ben, oui, parce que il y a... Physiquement, moi, d'abord? je crois beaucoup à la vie. Hein? Je suis un croyant pur et dur sur nos capacités, notre volonté. Alors, j'ai fait une prière et j'ai été exaucé. En ce sens qu'à un moment donné... Vous avez fait une prière à Dieu? Oui, carrément, absolument. Oui, je me suis préparé à mourir. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique et dans une situation comme celle-là, vous en faites pas, nos croyances ressortent rapidement. Et évidemment que j'ai fait la paix. Je voulais être en paix, je voulais partir en paix. Et tout ça s'est fait de cette façon-là. Et tout à coup, des hommes armés sont entrés. Et les hommes armés, ben, nous pensions à ce moment-là que c'était malheureusement d'autres collègues du caporal Lortie. Mais non, c'était des agents de Sûreté du Québec qui arrivaient. Malheureusement, ils portaient le même genre d'habillement et étaient armés également. Alors, ça a été très, très dur, momentanément comme impact, parce qu'on croyait notre arrivée, notre fin définitive se produire. Mais l'instant d'une parole, l'instant d'un geste, très vite, on a compris qu'il venait nous sauver. Alors, ça a été suivi d'un moment de délivrance absolument extraordinaire. Vous avez été amputé? Non, non, non. Quand je me suis rendu à l'hôpital, par la suite, on m'a... ils avaient des craintes énormes d'amputation parce que, à cause de la présence d'un garrot sur une période trop longue d'après eux, on a quand même été 50 à 60, presque 57 minutes en attente dans cette salle. D'où je dirais, l'amplification des effets secondaires. Je pense que toute situation analogue où on récupère des blessés ou des victimes dans un temps très, très rapide, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'impact négatif, il y en a, mais au moins le caractère d'amplificateur est moindre en importance et le processus de récupération, autant physique que psychologique, aussi moins douloureux. Donc physiquement, vous en êtes sorti physiquement? Physiquement, oui. Les examens qui ont été faits, l'opération chirurgicale par la suite qui a été faite. D'ailleurs, une anecdote, quand on m'a assuré, là, on a assuré comment dirais-je, la perte de sang, là, le contrôle, tout ça, et qu'on m'a remis à flot, appelons ça comme ça. Là, j'ai été en attente d'une opération chirurgicale. Et lorsque je me suis présenté au bloc opératoire, je me souviens encore parce que j'étais somnolent, mais pas encore endormi. Et je voyais les négatifs sur le mur. Et j'ai dit au chirurgien qui s'appelle Julien Paquet, qui est un homme extraordinaire pour moi, évidemment, qui m'appelait Mr. Chance sans trop savoir pourquoi, il m'appelait comme ça. Moi, je lui ai dit, c'est terrible, vous n'avez pas de budget, regardez vos négatifs, ils sont pleins de trous. Et lui, il a trouvé ça très drôle. Il dit, c'est pas des trous, ils sont neufs, c'est vos éclats de balles dans le corps qui sont là. Alors, c'est sur une anecdote comme celle-là que j'ai été opéré et que je savais que je m'en sortais. Et c'est comme ça aussi qu'a commencé votre bataille psychologique pour surmonter ce qui s'était passé. On va s'arrêter là-dessus et c'est de ça dont on va parler au retour, si vous me permettez. Dans un instant, donc, la bataille après l'opération commence pour surmonter les séquelles psychologiques. Restez avec nous. En allant chercher une aide qui s'est avérée extrêmement précieuse. Moi, je pensais que j'en avais pour 2 mois, 3 mois, quelques rencontres comme ça. Mais c'est faux. C'est un long processus. Comment est-ce que ça vous a changé? Bon, vous avez appris, d'une certaine façon, je pense que c'est ce que vous nous dites, à gérer, à mieux gérer ce que vous vivez, les tensions. Quand vous êtes mis face à la violence, par exemple, la violence qu'on voit à la télévision tous les jours, ou des situations de tension, comment vous réagissez face à ça maintenant? Vous savez, moi, je ne m'habitue pas à cette violence-là, puis je pense qu'il n'y a personne capable de s'habituer à ça, à moins de ne pas la connaître véritablement. Mon travail m'a amené à travailler en Afrique. J'ai passé quelques semaines en automne en République démocratique du Congo, qui est à proximité du Rwanda, dans lequel on trouve des millions de Rwandais en difficulté. Je suis très sensible à ce qu'ils vivent, ces gens-là. Ça n'a pas duré 20 minutes, ça n'a pas duré 50 minutes. Ils vivent ça depuis des années et des années. On voit ça dans leur visage, on voit ça dans leur façon de vivre. C'est épouvantable, ça. Ce que vous avez vécu, ça vous a rendu plus sensible à cette... C'est-à-dire que je les comprends. Je les comprends très, très facilement. Mais alentour de moi,
il y a toutes sortes d'individus, à travers toutes sortes d'événements, toutes sortes de situations qui ressentent le même type de violence. La violence verbale, la violence physique, l'absence de reconnaissance, la mauvaise reconnaissance, des jugements préemptoires sur les individus. Il y en a peut-être pas de situations qui troublent les personnes, qui dérangent les personnes. Vous savez, un des vacuums les plus importants dans tout mon processus, moi, ça a été de travailler à la création et au développement d'un bulletin thématique d'information par et pour les cadres supérieurs de la fonction publique qui s'appelle Échange. Alors, avec quelques collègues, 7 ou 8 collègues, cadres supérieurs d'opération de la fonction publique, on a développé cette dynamique de réflexion adressée au cadre supérieur, mais touchant la personne du cadre supérieur. Et on a fait des colloques également. On en a fait sur la gestion des états d'âme, on a fait sur la quête de sens. Le dernier qu'on a fait, on l'a fait avec le directeur de la chaire de santé et de sécurité au travail de l'Université Laval, dans le cadre de sa création, du développement de cette chaire-là. Et ça portait sur la reconnaissance, sur la dignité au travail et sur la notion du travail. Alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les intérêts sont manifestés par toutes sortes de personnes. Et les problématiques sont vécues par toutes sortes de personnes qui viennent de toutes sortes de milieux. Il y avait du monde, il y avait des dirigeants d'entreprise, il y avait des syndicalistes, il y avait des enseignants, il y avait des gens de la santé, surtout des personnes qui vivent des difficultés associées à la reconnaissance au travail, mais associées aussi à l'incompréhension du travail qu'ils font, ou à l'absence de respect, ou manque de respect, ou l'incompréhension de la dimension respect et dignité humaine dans le travail. Ça ne veut pas dire ça qu'on est mauvais en soi quand on travaille. Ça veut dire qu'on ne comprend pas nécessairement ce qui se passe véritablement dans la tête de l'autre par la façon dont on agit, la façon dont on travaille. Moi-même, je suis un gestionnaire. Il m'est arrivé de poser des gestes depuis 1984 que j'ai regrettés amèrement. Parce que j'exigeais beaucoup d'autrui, parce que j'exigeais beaucoup de moi. Sauf qu'aujourd'hui, je me dis, avec le cheminement que j'ai fait ces dernières années, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter et de réfléchir sur ce qu'on est et ce qu'on fait. Et surtout sur la manière de faire. Et je pense, moi, qu'il y a des personnes hautement spécialisées, en tout cas maintenant, par rapport à 1984, qui ont les habilités requises pour nous aider à cheminer. Ça, c'est certain. Il nous reste 10 secondes. Ça a fait de vous de meilleures personnes, dans le fond. Hein? Ça a fait de moi une personne qui recherche l'authenticité et dont le prix est énorme. Mais comme j'ai dit à mes enfants, et comme je dis à toute personne qui m'est chère, la transparence et l'intégrité. Il n'y a pas de mieux dans la vie. Il n'y a pas mieux. Mais c'est un prix à payer qui en vaut véritablement la peine parce qu'à chaque jour, à chaque fois qu'on se lève, on est tellement fiers de ce qu'on a fait et de ce qu'on a été. Merci. Merci d'avoir témoigné. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de vous dire ce que je pense. Gilles Coulombe, qui a survécu la fusillade de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que ça se termine. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. La part des choses en un seul mot à radio-canada.ca. On se revoit demain. Même heure. On est les 17h. Voici l'actualité de ce mardi 4 mai. Les images chocs qui nous montrent la tension à Kanesatake. Jean-François Guérin, ça provoque des réactions. Le conflit semble être entré dans une nouvelle phase. Le grand chef James Gabriel a d'ailleurs demandé à rencontrer d'urgence le ministre de la Sécurité publique, ce qui va se faire au cours des prochaines minutes. On peut se demander ce qu'attendaient les autorités pour intervenir, Claude Poirier. Hier, ce que j'ai su il y a à peine quelques minutes, le dossier de Kanesatake va se régler dans les prochaines heures. Soyez-en assurés. Guy Cloutier aurait été piégé par la présumée victime qui l'accuse d'agression sexuelle. L'essence monte en flèche à plus de 95 cents à Montréal. 14 cm de neige au Saguenay. Et Colette Provencher, qu'est-ce qui se passe le 4 mai? Ça, c'est une mauvaise surprise, mais voilà que demain, nous aurons de la pluie. Bonne fin de journée tout le monde. On espère qu'à Kanesatake, on va enfin trouver la solution. Entendre nos reporters, on fera le point dans un moment. Mais est-ce qu'on est assis sur un baril de poudre? Qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas? Qui pourra rétablir l'ordre? Vous avez vu ces images hier soir, des images que mon collègue Jean-François Guérin a obtenues en primeur. Vous les voyez, ces images, des dissidents parmi lesquels des Warriors de l'extérieur de Kanesatake, nous disait James Gabriel un peu plus tôt aujourd'hui. C'est le grand chef du conseil de vente. Ces dissidents qui se sont mis à lancer des roches, des bouts de bois, toutes sortes d'objets en direction des Peacekeepers qui se sont vus refuser l'accès encore une fois au territoire. On peut se demander aussi où était la police, la Sûreté du Québec qui doit assurer la sécurité de tous les gens dans ce secteur. En tout cas, la tension que l'on sent depuis plusieurs mois encore montée d'un cran, comme on le constate là-bas.
Et si vous voulez, on va faire le point tout de suite avec, sur tous ces événements avec nos collègues. Jean-François Guérin qui est à Kanesatake, Charles Faribault du côté de Oka et Paul Larocque à Québec. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bon, d'abord, je vais aller à vous, Jean-François. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est le calme après la tempête à Kanesatake, là? Oui, exactement. C'est très calme sur la route 344. Vous le voyez, très peu de manifestants qui sont ici et aucune voiture de police visible, en tout cas à vue d'œil comme ça. Tout le contraire de la scène qui s'est offerte hier sur la route 344 du côté de Saint-Placide. Je vous rappelle que c'est arrivé hier après-midi et donc les manifestants sont approchés des policiers et il y a eu jet de pierre. On a lancé également des bâtons en direction des policiers qui ont dû battre en retraite. Évidemment, à la suite de la publication de ces images captées par des caméras, je vous le rappelle, de la police, les réactions ont été nombreuses aujourd'hui. Le grand chef James Gabriel qui les a qualifiés, qui a qualifié la scène de carrément dégoûtante, et j'emploie son expression, qui a dit que ça montrait qu'il fallait régler le problème rapidement, que beaucoup de gens de l'extérieur venaient s'ajouter avec le temps aux manifestants et que le problème s'aggravait. Du côté des opposants, le chef opposé à James Gabriel, John Harding, qui dit, lui, que les manifestants ont été provoqués par les policiers à distance. Et donc, des images qui mettent en relief le fait aussi que ça fait 4 mois que ça n'a pas bougé ici. Et ça fait 1 mois que le nouveau chef est en service et qu'on a toujours les voies bloquées et que les policiers n'ont pas eu accès, ou à tout le moins là, de façon officielle, au territoire. Et ça fait également, ça fait naître le spectre qu'il y a des problèmes non seulement à l'extérieur ou aux alentours du territoire, mais que des citoyens excédés également décident eux-mêmes de régler le problème. Je vous laisse entendre là-dessus James Gabriel. Évidemment, on ne peut pas continuer longtemps comme c'est là. Le monde sont tannés chez nous. Le monde au village sont tannés. Moi, je suis tanné. Tout le monde est tanné de la situation. Il va falloir qu'il y ait une action, quelque chose, là, quoi que ce soit. Mais il ne faut pas que ça continue éternellement comme c'est là. Déjà, ça fait 4 mois. Jean-François, est-ce que l'un des nœuds du problème, c'est pas justement le manque de ressources policières à Kanesatake? C'est ce que le chef Ed Thompson, qu'on a rencontré aujourd'hui, a dit. Écoutez, il y a 38 policiers présentement dans la force de police Mohawk de Kanesatake. On dit que c'est insuffisant. Et hier, lors des événements, vous voyez d'ailleurs l'ensemble des policiers de Kanesatake. Lorsqu'on parle de la force de police Mohawk de Kanesatake, vous l'avez devant vous. Probablement pour la première fois, on a assisté ce matin au changement de relève dans un endroit à Laval. Donc, ces gens-là disent qu'ils ne sont pas assez, qu'hier, lorsque les manifestants sont allés les rejoindre, il aurait fallu ce qu'on appelle communément en langage policier du backup, du support de la Sûreté du Québec et de la GRC, qu'on a appelé de ce support-là, mais ce n'est pas venu assez rapidement, parce que là, carrément, les manifestants qui ont commis des actes criminels sont sortis à l'extérieur de leur territoire. Mais on n'était pas assez pour les contrôler. En fait, si on parle d'une force de 38 personnes présentement, les estimations vont de 60 à 100 policiers pour bien faire le travail, contrôler les accès au territoire et contrôler l'intérieur du territoire également. Donc, on est loin du compte. On va retrouver un peu plus tard, Jean-François, sur cette situation là-bas. Et on s'en doute bien, hein, cette crise chez les Mohawks de Kanesatake crée un malaise chez leurs voisins, les voisins blancs qui sont à Oka. Charles Faribault, vous êtes justement là. C'est la ville voisine là, qui est à côté de Kanesatake. Il y a plusieurs résidents là-bas qui trouvent certainement que la situation est pour le moins inconfortable. On est un petit peu découragé de voir que c'est reparti à nouveau, parce que en fait, c'était assez calme depuis 14 ans maintenant. Et on revoit un peu le spectre de ce qui s'est passé. Les gens, en général, vont vous dire qu'ils ne veulent pas véritablement commenter, mais on parle surtout d'un malaise, d'un inconfort. C'est pas encore tout à fait, là, si vous voulez, directement sur eux. Ils vivent les conséquences collatérales de cette crise-là. Et si vous voulez, je vous invite à écouter justement 3 résidents d'Oka à qui on s'est adressé. Quand on vient pour croiser une voiture et puis qu'on arrive face à face avec une camionnette qui vous flanque des phares en pleine face, c'est très intimidant et c'est dangereux aussi pour la circulation. On prend les Blancs qui n'ont rien à faire dans des conflits policiers ou des conflits internes en otage. Et ça, je trouve que c'est désagréable. On écoute. On regarde, mais on n'est pas impliqué. Oui. On a juste dérangé sommairement là, pour les allées et venues, mais c'est tout. Charles, est-ce qu'ils en ont des solutions à proposer, les Blancs? Ben oui, ces gens-là à qui on a parlé, ce sont les gens qui habitent le quartier de Pointe-aux-Anglais, qui est situé à l'ouest d'ici. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on va vous montrer ça sur une carte, c'est que Oka est séparé par Pointe-aux-Anglais, par le territoire Mohawk de Kanesatake, ce qui fait qu'eux autres, à chaque fois qu'ils veulent revenir vers le centre-ville, ils sont obligés de le traverser, ce territoire-là, et donc ils vivent les conséquences de ça. Alors, ce qu'ils offrent maintenant, c'est d'être annexés à Saint-Placide, qui est immédiatement à côté, ce qui leur
permettrait de se rendre directement là pour aller à la banque, payer leur compte de taxes, aller à la pharmacie sans être obligé de traverser le territoire comme tel. Merci, Charles. De rien. On n'en doute pas, hein, les choses vont jouer à un autre niveau, on peut dire le niveau politique. Et à Québec, maintenant, les choses vont peut-être bouger, Paul Larocque, puisque James Gabriel, je pense, doit rencontrer au cours des prochaines minutes le ministre Chagnon. Oui, on vient d'apprendre, Pierre, cependant, que James Gabriel s'en vient à Québec, mais il a une bonne heure de retard. Donc, la rencontre ne commencera pas avant 18h30, semble-t-il. Sauf que je peux vous dire, Pierre, qu'on a vraiment l'impression que ces images chocs diffusées hier par Jean-François Aguérin vont faire bouger les choses. Vous savez, on a l'impression que rien ne se passe, qu'on se renvoie la balle entre Kanessetake, Québec et Ottawa. Mais Pierre, on a un peu l'impression que le match va se terminer ce soir. Donc, rencontre au sommet. On a appris aujourd'hui, Pierre, qu'il y a un plan qui est prêt depuis un moment déjà pour justement assurer la sécurité là-bas. Mais tout le monde, chaque acteur attend que l'autre bouge pour activer ce plan. Québec semble attendre qu'il y ait une demande officielle formulée par Gabriel. Gabriel veut que Québec bouge. Ce plan, c'est simple, Pierre, des patrouilles conjointes, une sorte de convoi qui comporterait une voiture de la GRC, une de la SQ et une des Peacekeepers pour patrouiller le territoire. On nous dit que ça pourrait commencer au cours des prochaines heures s'il y a une entente au cours de cette rencontre qui, je vous le rappelle, va commencer dans à peu près 1h, 1h30 maintenant. Bon, on compte sur vous pour nous faire un résumé de cet entretien. On est là pour vous, Pierre. Merci, Paul. Voilà pour le dossier. On va y revenir à 17h30. On aura notamment le maire d'Oka, M. Patrick, qui viendra nous parler de la situation et comment les gens vivent ça. Du côté d'Oka également, la situation de Kanessetake. Maintenant, l'enquête préliminaire de Guy Cloutier. On sait que cette enquête préliminaire n'aura pas lieu avant le mois de novembre prochain. André Jobin, c'est donc à ce moment-là que Cloutier qui devra revenir en cours. Hein? Oui, d'ailleurs, comme il avait été convenu lors de sa première comparution, Guy Cloutier, qui a eu 64 ans la semaine dernière, n'était pas présent en cours ce matin. En fait, il s'agissait de déterminer la date de l'enquête préliminaire qui aura lieu finalement les 17 et 18 novembre prochains. On sait que Guy Cloutier fait face à plusieurs accusations: attentat à la pudeur, grossière indécence, agression sexuelle grave, voie de fait et entrave à la justice. Les événements qu'on lui reproche seraient survenus sur une seule présumée victime, dont une partie alors qu'elle était encore d'âge mineur. Les événements seraient survenus entre 1978 et 2004 à Saint-Lambert, Sainte-Adèle, l'île des Sœurs, Sherbrooke, Québec, Sainte-Thérèse et finalement à Granby, un peu avant son arrestation. Bien sûr qu'on ne peut toujours pas nommer cette victime, André, mais par ailleurs, il y a quand même de la preuve accumulée contre Cloutier qui a été publiée aujourd'hui par le Journal de Montréal. On écrit notamment que la plaignante a enregistré Cloutier à son insu. Oui, c'est une pratique qu'utilise la police, particulièrement en utilisant, par exemple, des agents sources ou des délateurs. On le fait parfois aussi, comme ce fut le cas. On installe un dispositif d'enregistrement qui a été en fait utilisé alors que Guy Cloutier tentait de convaincre sa présumée victime de ne pas le dénoncer à la justice. Et aujourd'hui, à la sortie de la cour, l'avocat de Guy Cloutier a refusé cependant de commenter cette nouvelle qui fait la une du Journal de Montréal aujourd'hui. On ne fera pas de commentaires ni sur ce qui se passe dans les médias parce que sinon on va faire des commentaires à tous les jours et à toutes les minutes. Alors je vous remercie infiniment. Bonne fin de journée tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'on n'entendra parler de rien avant le mois de novembre? Il faudra attendre le mois de novembre, bien sûr, puisque toute la preuve est entre les mains de la poursuite et de la défense. Et pas question, bien sûr, pour les médias de mettre la main là-dessus. Deuxièmement, contrairement aux rumeurs qui circulaient en certains milieux, il n'y a aucune nouvelle accusation qui a été portée contre Guy Cloutier, du moins ce matin. Merci, André. Au revoir. Au revoir. Habituellement, c'est le jeudi que ces hausses nous arrivent, mais peut-être parce que là aussi, il y en a qui sont à faire leur projet d'été, de vacances. Le prix de l'essence, hein, vous voyez, ça a fait un bond. Au-delà de 95 cents. Là, on a filmé 95,4, mais dans certains secteurs, on nous dit qu'à Pointe-aux-Trembles, par exemple, c'est 96,9. Alors, vous voyez, c'est un niveau record. On n'a pas vu ça, jamais, un prix aussi élevé. Après la pause. Je n'ose pas sortir de chez nous. Je suis un gars qui est fini. Tout ce que le jury ne pouvait entendre au procès d'Yvan Cloutier. Et puis, ça ne peut certainement pas être l'hiver. On n'a même pas eu d'été.
Si la vie était comme ça, il n'y aurait pas le concours Moment Magique de Visa, où vous pourriez gagner 3 moments magiques Disney, comme un souper avec Cendrillon. Utilisez votre carte Visa ce mois-ci et courez la chance de gagner des vacances au Walt Disney World Resort en Floride. Le pain au lait de pomme. Allez-y! Percez-vous une tranche. Une? Passez. Quand c'est frais, c'est quoi? C'est pommes. C'est pommes. Le pain pomme d'or de pomme. Idéal pour réussir toutes vos recettes de toast. Génial. Quand c'est frais, c'est quoi? C'est pomme. Pomme. Bon, où est-ce que tu m'amènes souper? Je connais une bonne place. J'ai réservé la meilleure table. Le nouvel Equinox de Chevrolet. Et la marée? Elle monte ou elle descend? C'est le grand solde semi-annuel à la maison Raymond Décor. De 20 à 40 de réduction sur tous les cadres, bibelots, meubles d'appoint, douillettes, couvre-lits, les stores verticaux, horizontaux, stores de bois, rideaux de douche et plus encore. De vraies économies à la maison Raymond Décor, rue de Thibault, Cap-de-la-Madeleine. Votre concessionnaire JL Nadeau de Nicolet vous invite à rester à l'écoute pour le bulletin TVA de 17h. Visitez leur site internet au www.jlnadeauauto.qc.ca pour un grand choix d'auto et de camions usagés. JL Nadeau, votre concessionnaire Chrysler, Dodge et Jeep à Nicolet. Vous aimez cuisiner? Les recettes de Daniel Pinard sont maintenant disponibles grâce à la collection de 4 DVD relatant les meilleures émissions de la série Les Pieds dans les plats. Des idées savoureuses pour réussir tous vos plats. TVA vous invite à regarder les émissions suivantes et repérer l'heure à laquelle ce message a été diffusé. Inscrivez votre réponse sur Internet et courez la chance de gagner cette collection DVD ainsi qu'un livret de 95 délices culinaires. Grâce à Daniel Pinard et TVA, la cuisine d'ici et d'ailleurs n'aura plus de secret pour vous. Cette semaine, à Ultimatum, le combat des générations se poursuit. Quel groupe d'âge sera finaliste? Qui sera de retour pour la grande finale? À l'enjeu 40 000 $. Ultimatum tournoi des générations, cette semaine, 18h30 à TVA. Cette semaine à Clin d'œil, on parle de mariage avec Wilfred et de maquillage à l'aérographe avec Émilie Bégin. Clin d'œil ce mardi, 19h à TVA. L'Oréal Paris vous offre Clin d'œil à la télé, parce que vous le valez bien. C'est pas important, c'est vital. Mais dans le coup de nez, le fou. Pardon. Fortier 2, ce mardi 21h. Regardez ce printemps à TVA. Regardez Sucré Salé, du lundi au vendredi 18h30. Regardez Sans détour, mardi 20h. Regardez Bec et Museau, mercredi 19h30. Regardez Jeff l'Aventurier, jeudi 19h. Regardez plein de nouveautés ce printemps à TVA. Le meilleur de la télé. Les procès des présumés clients de ce réseau de prostitution juvénile du côté de Québec, on sait que ça se poursuit à Montréal. Et le jury délibère maintenant au procès de l'ancien président du Carnaval de Québec, Yvan Cloutier. Il est accusé, lui, d'avoir acheté les services sexuels de 3 mineurs. On va retrouver Sophie Bérubé. Sophie, déjà les 12 jurés qui ont fait des demandes. Oui, après à peine une demi-heure de délibération, eh bien, le jury a fait une demande spéciale. Il a demandé de réentendre le témoignage des 3 jeunes filles, également celui de l'accusé. Et ils en ont pour au moins 6 heures à réécouter tous ces témoignages. Donc, il serait étonnant qu'il y ait un verdict ce soir. Il faudra au moins attendre jusqu'à demain. Et aussi, maintenant que le jury est séquestré, on peut vous dévoiler certains détails que le jury ignore, notamment le fait que le juge a rejeté une requête très particulière d'Yvan Cloutier la semaine dernière. C'est que l'accusé ne voulait pas témoigner en présence du public et des médias. Alors, pour établir son incapacité à témoigner devant tous, il a expliqué au juge qu'il était passé par un calvaire psychologique dans les 2 dernières années, qu'il avait subi une grave dépression, qu'il avait songé au suicide et également qu'il était sous forte médication. Je vous invite à écouter un extrait de son témoignage la semaine dernière. Je suis rendu au bout du rouleau, c'est fini pour moi. Je suis pas capable de vivre avec tout ce qui m'arrive depuis 2 ans. Je me sens visé par tout le monde. Je n'ose pas sortir de chez nous. Je suis un gars qui est fini. Ouais. Sophie, je sais qu'il y a le procès d'un 3e présumé client du réseau de prostitution juvénile qui a commencé ce matin et puis on en parlera à notre bulletin de 18h. Merci. Au revoir.
Et à Drummondville, au palais de justice, là-bas, c'est le docteur Jocelyn Lucier qui a poursuivi son témoignage à son procès. Vous savez qu'il est accusé d'agression sexuelle sur des mineurs, des patients. Jean-François Desbiens, c'est assez particulier parce que le docteur Lucier a présenté une bande vidéo qu'il a lui-même tournée. Qu'est-ce qu'il voulait expliquer exactement? Écoutez, avec cette bande de vidéos enregistrée le 26 avril dernier, c'est à la clinique externe de l'hôpital Sainte-Croix, à l'endroit même où se seraient produits les présumées agressions sur les 14 adolescents. Le docteur Lucier a voulu montrer là où les agressions seraient produites à l'intérieur des salles d'examen. Il voulait démontrer le fait que l'espace était restreint et dû à l'emplacement du lit d'examen. Il lui était impossible de se positionner pour poser les gestes qui lui sont reprochés. De plus, la porte ne se verrouille pas du côté des corridors d'accès au personnel, ce qui aurait représenté un risque qu'il se fasse prendre sur le fait en commettant ces agressions. Il y a également la vidéo qui montre plus loin ce que prétendent certaines victimes, présumées victimes, c'est-à-dire qu'il leur empilait des serviettes sur l'abdomen pour leur cacher la vue afin qu'ils ne le voient pas à l'œuvre. Alors, il a démontré que 24 pouces d'épaisseur de serviettes pouvaient difficilement se tenir en place sans qu'elles ne tombent. Donc, c'est de cette façon, avec ces arguments sur vidéo, que le docteur Lucier a tenté de détruire un peu la preuve présentée par la Couronne il y a quelques semaines. Son témoignage va se poursuivre demain. Ce sera sa 3e journée à la barre des témoins. Merci beaucoup, Jean-François. Le docteur Bonsoir. Lucier qui a quand même pas caché qu'il mesurait le pénis de ses patients. Colette nous parlait tantôt de neige du côté du Saguenay. On a vu ces images tantôt. Et il y en a eu également, je pense que cette neige qui est responsable de l'Itériau d'un grave accident qui est survenu dans la réserve faunique des Laurentides. Vous savez, Pierre, ce matin, vers 8 heures, c'était vraiment l'hiver dans la réserve faunique des Laurentides. Les conditions de route étaient exécrables lorsque s'est produit l'accident. Et là, on va voir sur les images, vous allez comprendre pourquoi les 2 camionneurs impliqués dans l'accident parlent d'un miracle, parce que la jeune femme qui était dans la voiture, qui est écrasée entre les 2 mastodontes, eh bien, elle s'en tire avec quelques égratignures. Elle a survécu? Elle a survécu. Là, on l'a conduite à l'hôpital, un petit examen d'usage, et elle est retournée chez elle. Évidemment, elle est sous le choc ce soir, là. Mais elle s'en est sortie, même s'il y avait juste le siège du conducteur qui était intact. Donc, l'accident s'est produit dans une courbe. Il y a un premier camion remorque qui perd la maîtrise. Le conducteur perd la maîtrise du camion, se retrouve dans le fossé. La femme à l'arrière, qui suit dans sa petite Toyota Corolla, eh bien, en voyant ça, elle appuie sur les freins, perd la maîtrise de sa voiture. Elle est heurtée par un autre camion, avec le résultat qu'on peut voir. Alors, tout le monde s'entend sur une chose. Elle s'en est sortie presque par miracle. On écoute un des camionneurs impliqués. Ben moi, je ne l'ai pas vu. Quand je l'ai frappé, j'ai dit je l'ai tué. J'ai dit, ça y est, elle est morte, là. Mais là j'essayais de redresser parce que lui, je me voyais arriver à frapper lui, là. Oui. J'ai dit, bon, ben c'est à mon tour. Et là, ben elle s'est ramassée en dessous de ma vanne, elle est rentrée dans le champ, et moi, j'ai embarqué par-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, qu'est-ce que je pense? Je pense qu'elle a un ange gardien extraordinaire. J'étais sûr que je l'avais tué. J'étais sûr qu'elle était morte. Tant mieux pour elle, hein? Bravo, c'est s'en est tiré. Je pense qu'elle va garder, comme vous dites, un très mauvais souvenir de tout ça. Et on a pris toute la journée, je pense, à sortir les mastodontes du fossé. Oui, parce que dans un des camions, il y avait du blé, ça a été répandu. Dans l'autre, il y avait de la bière. Alors, il fallait sortir les caisses une à une. Même, je pense, c'est pas encore complété. On est en train de finaliser tout ça, là, mais il reste que la circulation n'a pas trop été perturbée. Oui, il faut dire qu'il y a des pneus d'été, peut-être qui sont déjà posés sur certains véhicules et ça cause des problèmes. Merci. OK, au revoir. Il n'y a pas qu'au Saguenay que la neige a neigé. À Sherbrooke, ce matin, le réveil a été brutal pour plusieurs. Et on s'imaginait le pire, mais c'est finalement 2 petits centimètres de neige qui sont tombés. Et ce petit tapis blanc a mis que quelques heures à fond. Au retour, un jour, ce sera peut-être même 3 fois son tour. Et puis, une bravade qui aurait pu leur coûter cher. Une jeune Québécoise passe les douanes cachée dans le coffre arrière. Je me rappelle quand on était jeune, on allait souvent voir une voisine. Clémence? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Rita? Il me faut un D pour mon dialogue. Oui, mais moi, c'est un monologue. Je me rappelle quand on était jeune. Clémence? Oui? Il me faut un D pour faire diversion. T'es bien partie, Marita. Je me rappelle quand on J'ai trouvé mon D et j'ai pu faire... Bavarde! L'instantané mot caché avec Jeu Bonnie. Découvrez les lettres, vous trouverez des mots. OK. C'est le temps de changer.
Achetez le Jeep Liberty Renegade à 30 799 $ ou louez-le à 319 $ par mois. Ou achetez le Jeep Grand Cherokee Limited à 41 999 $ ou louez-le à 499 $ par mois. Ne manquez pas l'événement, c'est le temps de changer. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Comment c'est d'être élevé à l'italienne? Quand mes parents veulent pas que je sache ce qu'ils disent, ils se parlent en italien. Oh, elle comprend rien au garçon, pense plus vieille que son âge, comme si je comprenais pas l'italien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'italien à la maison? Un crescendo de goût et d'arôme à l'italienne qui s'élève. Voici la pizza crescendo levée au four de McCain. Crescendo, une italienne bien élevée. Ils sont comment les garçons? C'est vrai. Depuis qu'on a la piscine, les enfants sont plus souvent à la maison. Mais comme ma femme me dit souvent, j'aime mieux savoir où ils sont. Puis à bien y penser, c'est de la vie. Tout le monde est plus heureux. En bout de ligne, c'est vrai que Club Piscine, c'est la vraie vie. Club Piscine vous offre le chlore granulé Club Pro 18 kg en super spécial à 49,99. Un rabais de 20 $. En plus, vous recevrez gratuitement une magnifique serviette de plage. Geneviève et Alexandre, voulez-vous vous associer à la nouvelle émission de télé-réalité pour le meilleur et pour le pire? Oui, on veut. Geneviève et Alexandre, avant de vous marier, jurez-vous de vous soumettre à des mises en situation réalistes devant les caméras de TVA? Ben oui, on le veut. Geneviève et Alexandre, voulez-vous gagner un total de 100 000 $ en prix? Oui, on le veut. Je vous déclare donc participant pour le meilleur et pour le pire. N'oubliez pas de vous inscrire avant le 14 mai. Le meilleur est à venir. Osez Banque Laurentienne. Pour la première fois de l'histoire de la Bourse d'or, la semaine prochaine, le gros lot sera de 1 million $ avec la possibilité de le doubler. Soyez donc au rendez-vous mercredi prochain à la Bourse d'or à compter de 19h. Après presque un an en poste comme ministre de la Justice, Marc Bellemare démissionne. Son constat, la lenteur des procédures. Ayant eu accès à des informations privilégiées, pourra-t-il retourner à la pratique du droit en toute quiétude? Arcan, la suite des événements ce mercredi 19h30. Vous regardez le TVA 17h avec Pierre Bruno. Vous savez comment on a renforcé les mesures de sécurité aux frontières, particulièrement depuis le 11 septembre 2001. On a l'impression même que c'est infranchissable, ces frontières impénétrables. Marie-Christine Bergeron, qu'on va retrouver du côté de Trois-Rivières, il y a quand même des jeunes qui viennent de prouver tout à fait le contraire. Oui, Pierre, ce sont 4 amis de Trois-Rivières qui, vendredi dernier, ont décidé de partir faire un petit voyage éclair à New York. Mais le problème, c'est que rendu au poste frontalier de la colle, ils se rendent compte qu'une des leurs n'a pas ses pièces d'identité. Donc, au lieu de rebrousser chemin, ils décident de cacher leur copine dans le coffre. Donc, vous allez le voir sur les images, ils ont même filmé leur périple audacieux. Donc, ils ont passé de cette façon les douanes américaines en déclarant qu'ils n'étaient que 3. Donc, rendu en sol américain, la jeune femme a pu sortir de sa cachette et comme prévu, le groupe d'amis s'est rendu à New York. Pour revenir au Canada maintenant, 2 jours plus tard, la jeune femme n'était pas cachée, elle se trouvait sur la banquette arrière, mais évidemment, il n'avait toujours pas ses pièces d'identité. Mais par chance, les douaniers ne lui ont pas posé de questions. Donc, encore une fois, le groupe d'amis a pu passer les douanes sans aucun problème. Il faut se demander si ça n'a pas manqué de jugement un peu dans tout ça, Marie-Christine, parce que c'est une bravade qui aurait pu coûter très cher aux jeunes. Oui, effectivement, Pierre, c'était très risqué. Et je pense que s'il s'était fait prendre, on n'aurait pas vu ces images-là, c'est certain. Les jeunes auraient pu se retrouver en prison, on aurait pu leur saisir leur véhicule, ils auraient pu se retrouver évidemment avec un casier judiciaire, devoir payer une amende. Ils auraient pu se faire retirer également leur droit d'entrée aux États-Unis. Donc, évidemment, quand j'ai énuméré ces conséquences aux 2 jeunes hommes qui m'ont appelé cet après-midi pour savoir ce qui se serait passé s'ils s'étaient fait prendre, ils ont dit, ouf, on l'a échappé belle. Et je pense que si c'était à refaire, ils rebrousseraient chemin pour passer la fin de semaine finalement à Trois-Rivières. Merci. Au revoir. OK, au revoir. La chance, vous connaissez, il y a des gens qui vont au casino, qui gagnent comme ça des petits montants à l'occasion, mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus chanceux. C'est Jeannot Moret. Il est certainement très chanceux, cet homme. Il a déjà gagné 2 gros lots 2 fois dans sa vie. Et là, maintenant, il a peut-être la chance d'en avoir un 3e pour l'été prochain. On va le retrouver au Saguenay. Bonsoir, M. Moret. Bonsoir. Racontez-nous un peu. D'abord, vous avez gagné une première fois un bon montant. Ça fait quelques années déjà, là. En octobre, 20 octobre 83. Combien vous aviez gagné ce fois? 747 348 ,40. Et Seigneur, vous vous souvenez du montant, puis ça vous a pas empêché là, de racheter des billets après, hein? Non. L'année passée, à pareille date, j'ai gagné aussi, au mois d'avril l'année passée, j'ai gagné 1 million. 1 million l'an passé. Alors, on est rendu à 1 million 700 avec les intérêts, ça continue à monter, tout ça. Mais là, vous courez la chance d'un 3e million.
c'est possible. C'est pas 1 million, c'est 1000 piastres par semaine à vue. Le nouveau c'est pas pire, ça aussi. Ouais, c'est le nouveau Ça se prend bien. concours. Oui, mais c'est le nouveau concours de gagnant à vie, là. Oui, T'as des oui. gratteux, là, Ouais. faut que tu ramasses les Exact. 4 choses, là, tirage gagnant à vie. Puis moi, j'ai pogné le plus rare gagnant. Puis là, j'ai possibilité de gagner 1000 piastres par semaine à vie. Alors là, c'est un lot qui va être tiré quoi au cours de l'été prochain? Le 12 juillet. Le 12 juillet. Comment vous vous qualifiez, vous, M. Moret? Un homme super chanceux comme ça, simplement? Ou si vous en achetez à la grande quantité des billets? Non, j'en achète régulièrement. Je peux pas dire à grande quantité, là, mais on va dire comme on dit, quand tu cours après ta chance, à un moment donné, t'arrives là au bon moment. Ben, admettez honnêtement que c'est assez rare qu'on gagne 3 fois comme ça, là. Ah ben, on va dire comme je dis, j'ai les gosses bénis. Oui, disons. Dites quand même, quand on dit l'argent, ça change pas le monde, mais qu'est-ce que vous pourriez ajouter à cette phrase, vous? Non, moi, je change pas de monde. Je suis un gars bien simple quand même. Puis je fais ma petite routine. Puis je laisse faire le monde à côté de moi. Il doit y avoir des gens autour de vous qui vous disent va donc chercher des billets pour moi. Il y en a un qui me demande de prendre avec eux autres. Ben, j'ai remarqué à 3 fois que j'en prends avec d'autres, je ne gagne pas, puis je gagne tout seul. Qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez 1 000 $ par semaine en plus? 1 000 par semaine en plus, je suis certain que je déménagerais. Déménager où? À Québec. Pourquoi? Parce que Saguenay, une belle région. C'est une très vieille région, mais on va dire comme on dit. Donc, mes enfants sont assez vieux, tout ça. Ils viendront me voir, puis je descendrai. Ben, c'est mon rêve, ça serait d'aller à Québec. Vous n'avez pas l'impression que c'est au Saguenay qu'est votre tal là, pour gagner facilement des gros lots? Alors, je peux pas, peut-être que oui. Vous en laissez à d'autres? Peut-être qu'à Québec, on va être aussi chanceux. Parce que moi, mon neveu me téléphoné, il dit « Mon oncle, t'as pas de battre des records? » Ben, je dis « Les records sont faits pour battre. » Puis j'ai toujours dit que j'allais revenir. Hey, on peut peut-être vous donner le goût d'un petit luxe, si vous voulez. Regardez les images qui vont suivre, M. Moret. Imaginez-vous que Rolls-Royce, qui est la plus prestigieuse des marques de voitures, célèbre aujourd'hui ses 100 ans. Et pour l'occasion, la compagnie a dévoilé cette Century Phantom, qui est une version spéciale dérivée du modèle actuel. Alors, on va en construire que 35 exemplaires. Et les cérémonies se sont déroulées à Manchester, en Angleterre. Et c'est à cet endroit que l'aristocrate Charles Royce et l'ingénieur Henry Royce se sont rencontrés pour donner naissance à cette marque en 1904. Ça vous tenterait, ça? Pas nécessairement. Peut-être que vous allez déambuler dans les rues de Saguenay et de Québec un jour avec ça. Probablement, peut-être. Hey, merci, bonne chance à vous. Bienvenue. Bravo. Bonjour. Dans un moment, le point de vue de nos politiciens face à la nouvelle crise à Kanesatake. Présentement, c'est le mois du camion chez Bernier-Crépeau. À partir de 328 $ par mois, conduisez le assez costaud Dodge Ram 2004, le camion capable d'en prendre. 328 $ par mois, ça se peut-tu? Eh bien, oui, ça se peut. Chez Bernier-Crépeau, toujours le plus bas prix. Je vous le garantis. Faites nettoyer avec lavage haute pression. Applicateur autorisé des produits Techniseal. Grâce aux techniques de nettoyage. C'est que Corem a abandonné un secteur d'activité mettant à pied 16 employés. Là, disons, ça refroidit le restant. Aujourd'hui, il y a 90 personnes en tout à Corem, incluant des techniciens et des professionnels. Mais je vous dirais que de la base initiale de la fonction publique, il y en a 6 maintenant. Mais en toute honnêteté, Michel Sayer reconnaît que Corem est un exemple de réingénierie réussie. Les employés sont toujours syndiqués, mais avec une convention collective moins généreuse que celle de la fonction publique. Mais il ne veut pas voir ce genre d'exemple se multiplier. On était propriétaire et le gouvernement axe de plus en plus pour dire on est mieux être locataire. Si vous aviez le choix à faire demain matin, vous feriez le même choix? Sans hésitation, Corem. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Toute une opération d'image et de relations publiques aux États-Unis. Tous les hauts placés de la politique extérieure américaine, Donald Rumsfeld, Colin Powell et Condoleezza Rice, se sont dit profondément désolés des sévices infligés à des prisonniers irakiens par des soldats américains. Le président Bush, de son côté, a rassuré tout le monde et a assuré que les auteurs des tortures seraient punis. Des poursuites pénales ont d'ailleurs déjà été engagées contre 6 militaires impliqués et 6 officiers ont reçu des blâmes qui mettent fin à leur carrière. Il y a 100 ans, jour pour jour, l'aristocrate et aviateur anglais Charles Rolls prenait le thé en compagnie de l'ingénieur Henry Royce en rêvant de créer la meilleure voiture au monde, peu importe le prix. Alors, ils ont donné naissance à ce véritable symbole de luxe et d'élégance, Rolls-Royce. Le centenaire de la marque a été célébré aujourd'hui dans la ville où ses créateurs lui ont donné naissance, Manchester. Pour l'occasion, 100 fiers propriétaires sont venus montrer leur trésor entretenu amoureusement.
Ce soir, notre attention se porte sur un homme encore bien vert, à 73 ans, Jean-Marc Chaput, qui se définit depuis plus d'un quart de siècle comme communicateur. Jean-Marc Chaput donne à peu près tous les ans quelque chose comme 150 conférences de motivation. Il en donne à des employés, à des patrons d'entreprise, dans des écoles, devant le grand public. Son message est simple et finalement, il dit, simple mais mordant, je dis bien, soyez moins raisonnable et plus responsable. Moins dans la tête, davantage dans le cœur. Il y a un mois, M. Chaput était devant 600 personnes à Drummondville. José Dupuis et Robert Verge ont pu constater dès les petites heures du matin comment un homme politiquement incorrect passe sa journée. Qu'est-ce que vous regardez dans vos journaux quand... Je regarde l'humain, je cherche l'humain, je cherche les signes d'humain. Je vois Jean Coutu avec ses deux fils, Michel et François-Jean. Et ça, pour moi, c'est des gens que j'ai vus. Jean Coutu était pharmacien tout simplement de mon âge, un peu plus âgé que moi. Et sur la table de cuisine, on a décidé de faire une pharmacie. Et c'est celle-là qui, à l'heure actuelle, ce matin, achète 1539 pharmacies. Ça m'impressionne. Puis tout bouge à une vitesse incroyable. Et il faut se rendre compte qu'il faut se coller sur le marché. On est 5 millions, c'est fantastique tout ce qu'on fait. Et c'est ce que je dis dans mes conférences depuis les années 70. Hier, j'étais en train d'écrire un texte avec lequel je me bats depuis 3-4 jours, qui s'appelle « Le vrai ». Et ce que je dis dans le texte, c'est des racines. Que maintenant, les gens ont de la misère à avoir des racines. Et lui, ce qu'il dit, c'est exactement, il dit, certaines personnes ont des racines, d'autres ont des jambes. Moi, j'ai des jambes. Il n'a jamais été dans le même pays. Il aime voyager, ça ne le fatigue pas voyager. Ça, pour moi, ça s'attache à quelque chose. Ça, c'est un autre article que je vais certainement garder celui-là. Maman, c'est plus que ma mère, c'est tout. J'ai dit l'autre fois, t'es ma liberté. Permet de faire un tas d'affaires parce que... Hein? As-tu toutes tes choses, papa? Oui, j'ai toutes les choses sont ici. Ça, c'est... Lise Payette m'a déjà dit c'était effrayant d'appeler ma femme maman, mais on avait 5 enfants, demande à papa, demande à maman, fait que c'est papa, c'est maman, ben elle m'appelle papa. Bon, alors c'est maman. Si elle n'était pas là, je pense pas que je serais ce que je suis. C'est vraiment moi. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord, ça ne veut pas dire que ça roule toujours sur des roulettes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grincements dedans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des heures. Il y en a, mais il y en a partout. C'est votre motivatrice, finalement? Oui, c'est elle qui pousse. Et c'est elle qui me fait, mais elle me dit aujourd'hui, tu as 4 téléphones, tu as ça à faire, tu as ça à faire, là, restez là. Malheureusement, dans les cours, on n'explique jamais comment passer à travers un échec. Non. Jamais. On ne parle pas de l'échec. Les cours des écoles des hautes études, McGill, Concordia, toutes les grandes facultés Harvard n'ont aucun cours sur comment sortir d'une faillite. Il n'y a rien de plus gratifiant que de se sortir du trou. La pire chose qui peut arriver pour une entreprise ou pour un humain, c'est d'avoir 10 ans de succès. Tu ne peux pas toujours être au summum. Et c'est pour ça qu'il est important d'être capable de réaliser que quand ça baisse, de refaire tes forces, puis on continue. Le privilège veut dire qu'on te doit quelque chose. Et on te doit rien. Dans la société, il n'y a rien qui m'est dû. C'est à moi à remettre à la société et à la bâtir comme tous les gens qui en font partie. Quand j'ai eu de la déconfiture, j'ai perdu au-delà d'1 million de dollars. Et à ce moment-là, c'était beaucoup de dollars. Puis j'ai quelqu'un qui a dit à ma femme, moi, mon mari, il n'aurait jamais fait une folie de même. Il n'aurait jamais perdu au-delà d'1 million. Puis ma femme me regardait avec un sourire, puis elle disait, vous avez parfaitement raison. Pour la simple raison, il ne fera jamais 1 million, ton mari. Jamais il va arriver à ça. Ce qui est important, c'est d'être responsable de soi. Et responsable veut dire capable de donner ta réponse. Pas la réponse d'un gouvernement, pas la réponse d'un professeur, pas la réponse de la maîtresse en 2e année, ta réponse. Et voilà. Le problème de notre société, c'est qu'on a bâti une société de victimes.
Tu as des difficultés en terre. Va par en avant, regarde pas en arrière. Il n'y a rien qui va se passer en arrière. Tu reprendras l'arrière dans 3 ans, et ce que j'ai fait d'ailleurs, quand tu auras mûri. Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire de Jean-Dominique Tropé. Sacrifice! C'est bon, ça? Hein? C'est très bon. C'est très bon. Les hauts, les bas, et... Ouais, c'est ça que je suis en train d'ajuster, là. Continue à me parler de la vie. As-tu déjà vu un oiseau donner un cours de volage à un autre petit moineau? Il donne même pas de leçon. Oh, c'est fini. Ça, as-tu déjà vu un moineau tirer un autre moineau? Il explique même pas que ça a l'air un chat. Quand t'en verras un, c'est un chat. Puis toi, ton grand gars, 27 ans, t'es encore à la maison? Ben, c'est parce qu'il est pas encore prêt. T'as-tu déjà vu un moineau passer 3 ans dans le nid? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un livre qui a été écrit, c'est femmes qui aiment trop. Je pourrais écrire c'est pères qui aiment trop. Pas trop, mais mal. Aimer au point d'accaparer. Aimer au point de ne pas laisser aller. Je l'ai dit dans toutes mes conférences, probablement que c'est une catharsis. Je suis en train de le dire, je me le dis. Mais j'ai probablement nui à mes enfants par grand bout. Nuit? Oui, mais heureusement, j'ai des enfants extrêmement forts. Alors, comme ils sont très, très forts, à un moment donné, ils mettent le père à la poubelle, ce qui est une bonne chose. Ça faisait 13 ans que vous n'aviez pas affronté le public. Exactement. Là. Pourquoi vous avez attendu 13 ans? Pourquoi j'ai attendu 13 ans? Il y a des raisons. D'abord, le fait que j'avais du travail dans les corporations amplement. Et deuxièmement, c'est que j'avais personne pour les organiser, sauf maman. On sent que vous êtes quelqu'un de fragile. Oui. Et ça peut nous étonner. Oui. Et peut-être c'est ça la vérité. On s'imagine que les humains sont solides. On s'imaginait que Ryan, c'était un homme solide. Et pourtant, une des plus belles photos de Ryan, c'est qu'il tenait son petit bébé, Alice, dans le petit bébé qui est né, la date, on lui a annoncé que ça achevait. C'était pas un homme solide. C'était un homme qui avait ses doutes. Il n'y en a pas des êtres solides. Tous les êtres sont fragiles. Et de là vient toute la nécessité d'écouter, puis d'essayer d'encourager. Au lieu de penser que tous les humains sont comme des carburateurs de voitures, que quand ça fait pas l'affaire, tu changes de carburateur. C'est pas vrai. C'est vrai que le moulin est fermé. C'est vrai que le textile puis du denain comme tout le monde, les Chinois sont capables d'en faire. Mais toi, as-tu trouvé comment tu pourrais faire quelque chose de différent? C'est ta réponse. Est-ce qu'il y en a qui vous disent Jean-Marc Chaput, là, ça n'a pas de bon sens, ce que tu dis? Il y en a, Jean-Marc Chaput, c'est même fatigant. Fatigant. T'es trop énergique, c'est trop fatigant, puis c'est pas vrai toute ton affaire. Tant pis, qu'est-ce que tu veux? Moi, je t'ai donné ma réponse, c'est la mienne. T'en tiens. En entrant en classe, donc, personne, ni lui ni ses élèves, ne savait vraiment de quoi ils allaient parler. D'où la surprise toujours renouvelée. Le contraire, en quelque sorte, de ce qui caractérise l'enseignement d'aujourd'hui. Très bien. L'école des conjoints. Ça, ouais, mais tiens, ça fait longtemps que j'ai fini d'étudier, moi, puis là, j'ai 34 ans, puis là, je suis trop vieux pour étudier. Pas vrai. J'ai connu une personne qui avait 94 ans puis qui apprenait le grec. Puis quand j'ai demandé à grand-mère pourquoi tu apprends le grec, elle m'a dit c'est tout de suite ou jamais. Elle avait raison. Elle apprenait le grec. Elle avait une réponse à passer à l'action. Tu sais, quand tu deviens responsable, tu passes à l'action. Salut, maman. Et je doute à chaque fois devant 500 personnes ou 600 comme il va y avoir ce soir, je fige un peu, je tremble. Je suis pas certain que ce que je dis, c'est bon. Je suis pas certain que la découpure de journal que j'ai pris est bonne. Et là, je doute. On ne penserait pas ça, que vous pouvez douter. Vous êtes insécure, vous dites. Ah, très. Ouais. Très profondément. Bonsoir! Bonsoir! Eh mon Dieu que c'est le pas. Faites-en pas, il va être là toute la sac à la face de soirée. Être critique, c'est politiquement incorrect. D'être capable de critiquer et de regarder une émission, on dit ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est pas vrai, ça. Mais pourquoi il dit ça?
D'être capable d'être critique vis-à-vis des politiques, être capable d'être critique vis-à-vis un politicien. J'allais vous demander si vous êtes, parce que vous, les politiciens, c'est un peu ce que vous en pensez. Si vous l'étiez, vous diriez quoi, vous? Vous diriez, non, si vous étiez politicien vous-même, qu'est-ce que vous diriez aux gens? Je dirais, j'aurais pas de langue de bois. Je ferais pas des lois incompréhensibles pour avoir seulement des techniciens en droit, qu'on appelle des avocats, qui ont peine à comprendre. Je m'amuserais pas à ça. Je dirais les choses telles qu'elles sont. Seriez-vous élu? Non, probablement. Arrêtez de poser des questions, hein. Comment faire? Vois-tu, la vie, c'est pas des comment, c'est des pourquoi. Pourquoi tu viens à Sacré-Cœur? Oh. Venez là. Sacre-fête, t'aurais pu le faire ailleurs? Pourquoi tu travailles pour les peintures Préfontaine? Hein? Ah, ben, j'ai commencé là, il y a une couple d'années. Vous êtes largement dépassé l'âge de la retraite. Vous travaillez encore pour quelle raison? Je veux pas donner l'impression, mes 20 petits-enfants et à une société, que la vie arrête à 55-60 ans, puis qu'on commence à jouer au golf. La société ne doit rien à personne. Même si tu as travaillé jusqu'à 70, elle ne te doit rien. C'est toi qui es dans la société. Et toi, à 70, tu as encore du guts, comme Moustaki. Va chanter, va égayer le monde, va danser. Fais ce que tu avais à faire. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas une pension. Mais tu ne commences pas à me demander, moi, de payer ton autobus pour aller aux chutes Niagara. Tu te payes un autobus ou tu vas pas aux chutes Niagara. Ou tu vas aller aux chutes Niagara, tu travailles les fins de semaine, puis tu vas aux chutes Niagara. À Daniel, 2 ailes? Ils ont toujours des sacrifices de nom. Hein. 2 ailes, ça prendra de... Mais ça, non, c'est un accent grave. Liberté 55, c'est pas vrai. Liberté, c'est à 20 ans, à 15 ans, à 30 ans. C'est toi qui as fait ta liberté. On met trop d'accent sur les rires. Qui fait que tu reportes toujours. Es-tu certain que tu vas être là à 60? À 65, quand tu vas recevoir ton 2 160 694 piastres, tu seras peut-être pas là. Alors, mets moins dans le rire, puis profite du temps. Passe à travers la vie des coups extraordinaires. Faites des grandes choses dans la vie, je pense. D'un autre côté, manger des kisses de coup de pied. Mais j'ai jamais vu un gars reculer avec un bon coup de pied au cul. Quand il est bien fessé, t'avances de 2 pieds. Puis t'as un maudit avantage, t'es 2 pieds en avant du gars qui a fessé. J'ai peur que les gens me prennent puis qu'ils essaient que ça marche pas. Pourtant, je l'ai essayé. Puis je leur dis, essayez-le pas si vous n'êtes pas convaincus, c'est vous autres qui le faites. Mais je doute. Je doute que ça a du bon sens ce que je dis, comme par exemple, de raisonnable. Je dis qu'il faut être plus émotionnel, il faut être plus passionné par la vie. Alors je me dis, c'est dangereux des passions. Maman dit souvent, t'es un fou, t'es comme un cerf-volant. T'es dans le ciel, puis moi j'ai la corde, puis de temps en temps, je roule la corde, puis le cerf-volant redescend sur terre. Mais c'est ça, vivre. Mais c'est vrai que c'est insécurisant. Qu'est-ce que vous faites pour vous sortir de ça? Ce que je fais, je relis les lettres, je relis les témoignages. Je demande à tous les gens de m'envoyer une lettre. Puis je leur dis merci. Je les relis pas dans le sens de me vanter, mais dans le sens de dire au moins, ça doit être une part. Allez! Bonne chance! C'est à votre tour! Merci! Merci! OK, les carottes, le lait pour la petite. Motivateur d'une toute autre façon, je pense aux injections de Botox. Merveilleux pour rester jeune, garder l'air jeune ou encore rendre les lèvres plus pulpeuses. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça peut aussi servir de médicament. Et Nicole Germain nous présente 2 cas. Un lien particulier unit Steve, 20 ans, et son père. Tous les 3 mois, depuis 8 ans, ils font le voyage de Témiscouata jusqu'à Québec pour y recevoir le même traitement. Tous les deux sont atteints d'une maladie rare appelée la dystonie musculaire, un trouble qui origine du cerveau et dont on ne connaît pas la cause. Ça devient difficile à m'amener de lire ou de me concentrer sur un point fixe parce que ça bouge toujours. On pense qu'il y a certains neurotransmetteurs qui fonctionnent pas bien et il y a des commandes involontaires qui se font, trop ou pas assez.
Et ça a comme répercussion des mouvements, des contractions musculaires dans certaines régions du corps qui se produisent de façon involontaire. On y va. Ça pique. Si on ne guérit pas de la maladie, il existe certains traitements pour diminuer les symptômes. Le Botox, notamment, un médicament à base d'une toxine 6 millions de fois plus virulente que le venin du serpent. Quand on injecte ça dans un muscle, on déconnecte le muscle de son nerf et le muscle ne peut pas se contracter. La maladie de Denis n'affecte que les muscles de son cou, alors que pour Steve, c'est tout le corps qui est atteint. Depuis qu'il a perdu l'usage de ses jambes à 6 ans, il doit demeurer en permanence couché sur une civière, conçue d'ailleurs par son père. Dans son cas, le désordre est apparu beaucoup plus tard, à l'âge adulte. Au début de la maladie, je pensais même que j'étais fou. Moi, je peux vous dire que s'il n'y aurait pas eu le Botox, là, je sais pas si je serais ici aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment déprimé. Ça pousse. Cette maladie paralyse peut-être les muscles de Steve, mais pas son moral. Il va même d'une certaine pointe d'humour à l'endroit de ceux qui s'injectent du Botox pour de l'esthétique. Il faut souffrir pour être beau, hein? De toute façon, moi, en face, l'esthétique me faut besoin, je suis plus assez beau. La maladie n'a pas miné le courage de Steve. Il peut suivre ses cours au cégep, travailler sur son ordinateur, muni d'une souris adaptée, et même prendre son bain seul à la résidence du collège. Il veut devenir informaticien et caresse bien d'autres rêves. Mon rêve, ce serait de retrouver ma santé, hein, puis de pouvoir l'oublier comme les autres. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. Le lieu du tournage se trouvait près de Lugano, en Suisse. Et le cascadeur, un Anglais, Wayne Michaels, devait effectuer le saut à l'élastique le plus haut jamais tenté au cinéma. Le blouson de Wayne dissimule un harnachement de cuir auquel la corde est attachée. Le script prévoit que Wayne effectuera un véritable saut de l'ange, puis à la fin de son plongeon, sortira et braquera un pistolet. La seule mise en place du harnachement de Rick demande à l'équipe 90 minutes. La corde est fixée à l'extrémité d'une grue qui déborde le mur de barrage d'une trentaine de mètres. On va multiplier les tests, une douzaine au total, avec un mannequin du poids de Rick pour s'assurer qu'il ne risquera pas d'être projeté sur le mur de béton lorsqu'il rebondira au bout de la corde. Les tests servent aussi à régler les mouvements de caméra. Le vent ici est violent et Wayne ne pourra faire que 2 tentatives. Tout est en ordre, les caméras sont prêtes à tourner. Juste avant d'être freiné par la corde, le cascadeur tombe à la vitesse de 190 km/h. Et le rebond le projette à 60 mètres en l'air avant qu'il ne tombe à nouveau. Et voilà, les prises de vue sont en boîte. Il n'y a plus qu'à remonter Wayne à l'aide de la grue. Et maintenant, le montage final de cette fantastique cascade. Ce saut n'est que le début des exploits de James Bond. Poursuivi par une patrouille, il doit essayer de rattraper un avion qui lui permettra de franchir un terrible précipice. Le seul problème,
Il n'y a pas de pilote dans l'avion et Bond n'a pas de parachute. Lieu de tournage de cette séquence, le massif de l'Eiger, dans les Alpes bernoises. L'équipe de machinistes a construit à flanc de montagne une piste en bois longue de 60 mètres. La longueur nécessaire pour permettre au cascadeur, Jacques Malnuit, d'atteindre 105 km/h avec sa moto. La vitesse exacte du petit aéroplane qu'il doit rattraper. Des caméras ont été mises en place sous la rampe et en différents endroits de la vallée. Et la cascade sera exécutée et filmée en plusieurs phases. Voilà, la première phase, le plongeon de la moto à la poursuite de l'avion, est en boîte. On peut maintenant passer à la deuxième phase, confiée à un autre cascadeur, B.G. Worth, spécialiste des acrobaties aériennes et un vieil habitué des films de James Bond. Pour le tournage, on a choisi l'Eiger, parce qu'il offre une paroi verticale de 1300 mètres de rocher qui servait d'arrière-plan. Mais nous ne sommes pas partis de là-haut, l'avion et moi. On l'a fait voler le plus près possible de la falaise. Et moi, pendant mon saut, il fallait que j'essaie de le rattraper. Le résultat était saisissant. Worth a dû effectuer 25 sauts sur un laps de temps de plusieurs semaines. Certains sauts effectués depuis un hélicoptère à 2500 mètres d'altitude comportaient une chute libre de 25 secondes avant l'ouverture du parachute. Et voici, dans le montage final du film, comment se conjugue la double cascade de Malnuit et de Worth. De voler librement dans les airs est presque aussi vieux que l'homme, même s'il a fallu attendre le début du XXe siècle pour voir décoller du sol un appareil plus lourd que l'air. Au début, on ne savait trop à quoi cette invention pourrait servir, si ce n'est, pensaient certains, à des acrobaties aériennes. Un pilote, Lincoln Beechey, faisait hurler de terreur son public lorsqu'il exécutait son plongeon de la mort, un vertigineux piqué de 1700 mètres, avant de redresser son engin au tout dernier instant. En 1919, on voit arriver à Hollywood des pilotes de chasse qui ont perdu leur job avec la fin de la guerre. Reconvertis dans la voltige aérienne, ils feront le bonheur des producteurs de films d'action. L'un des plus célèbres s'appelait Homer Locklear et son employeur était le jeune réalisateur Cecil B. DeMille. Locklear n'avait peur de rien. Merveilleux pilote, c'était aussi un casse-cou. Le premier à avoir exécuté cette voltige en plein ciel. Autre cascade très prisée à l'époque du muet, s'écraser au sol ou sur un bâtiment. Locklear s'en fait vite une spécialité et il devient le roi de ces fracassantes percussions. Le film Un grand cambriolage aérien, réalisé par Cecil B. DeMille avec Locklear pour vedette, fera un triomphe commercial, le premier grand succès de l'aviation au cinéma. Locklear récidive l'année suivante avec un autre film, L'homme qui marche dans le ciel.
Le négatif de ce film a été détruit et il n'en reste que ces quelques images montrant les risques pris par le Clear. D'ailleurs, ce tournage allait être fatal à l'aviateur, victime d'un accident mortel au cours d'une cascade de nuit. Autre cascadeur aérien célèbre, Dick Grayson. Il a fait la guerre comme pilote dans l'aéronavale. Et ayant, comme ses camarades, perdu son emploi, il part pour Hollywood jouer les cascadeurs automobiles. Plus tard, on le retrouve aux commandes de toutes sortes d'aéroplanes. Il n'y a pas d'avion, disait-il, avec lequel je ne puisse pas m'écraser. Il était si méticuleux dans la préparation de ses cascades qu'on l'avait surnommé l'infaillible horloger. Bien lui en a pris, Grace a survécu à 47 écrasements au sol et est mort dans son lit à 67 ans. Ce sont ces exploits de ces fous de l'acrobatie aérienne que retraçait le film La Kermesse des Aigles, dont Robert Redford était la vedette. À la tête de l'équipe de cascadeurs engagés pour le film, Frank Thalmann, un amoureux de vieux zinc dont il faisait collection. Avec son inséparable copain, le pilote Paul Maritz, il devient le spécialiste des grandes cascades aériennes, avec à son actif des films comme Un monde fou 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 ou The Great Race. Ensemble, les deux hommes créent une société qui construira un avion possédant un poste de prise de vue incorporé dans le fuselage. C'est avec La Kermesse des Aigles que Thalmann va donner la vraie mesure de ses talents de pilote. Lui aussi est minutieux et chaque cascade est soigneusement répétée au tableau noir avant d'être tournée. Une préparation d'autant plus indispensable que les avions coûtent cher et qu'on ne peut se permettre des répétitions grandeur nature. Robert Redford, interviewé pendant le tournage du film, a rendu à son partenaire, Frank Thalmann, un hommage remarqué. J'aime faire mes acrobaties moi-même, mais c'était un domaine que je connaissais mal. Je ne suis pas pilote, je n'en ai pas les réactions, mais je n'aime pas confier ma vie à quelqu'un que je ne connais pas. C'est quelque chose de grave de confier sa vie à quelqu'un. Et de Frank Thalmann, je dirais seulement que je lui ai fait totalement confiance. Thalmann était capable de tout faire avec un avion. Voler le long d'une rue entre deux rangées de maisons ou reconstituer les plongeons de la mort des casse-cou du cinéma muet. Fidèle à ses habitudes, Thalmann avait imposé sur ce tournage aussi une préparation approfondie avec un storyboard précis et de nombreuses répétitions.
J'aurais aimé être l'homme qui a volé sur toutes les machines volantes imaginables. J'ai volé en ballon, en deltaplane, j'ai piloté des Wrights, des Curtiss, des Blériot, tous les aéroplanes ou presque qui volaient avant ou pendant la guerre de 14, comme les Fokkers, les Spad, les Camels, les Newport. J'ai aussi piloté des trimoteurs Ford et Vega et beaucoup d'autres modèles d'entre les deux guerres. Et puis aussi des chasseurs et des bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite une grande variété de jets. Je pense que j'ai vraiment couvert tout l'éventail de l'aviation jusqu'à aujourd'hui. Et si j'ai de la chance, si tout va bien, j'espère aussi voler sur un engin spatial. Et à ce moment-là, je serai vraiment le seul homme à avoir couvert toute la longue histoire de l'aviation. Frank Talman n'a pu aller jusqu'au bout de son rêve. Le plus grand des cascadeurs aériens est mort en essayant de se poser au cours d'un violent orage. Bienvenue à bord. Veuillez boucler votre ceinture. Un écrasement d'avion a toujours une cause. Découvrez ce que vous cachent les compagnies aériennes. Merci de voyager avec nous. Gaston Lepage présente Danger dans les airs, mercredi 21h à Canal D. Il n'y a rien de plus gênant qu'un regard envieux. Plein ciel pour la possession d'un parachute. Une véritable chorégraphie aérienne réglée par B.G. Worth. Nous nous sommes servis de trucs utilisés par les parachutistes. Par exemple, quand Bond plonge pour rattraper le parachute, il serre ses bras le long du corps et plonge à toute allure, comme Superman. Ça a plu aux spécialistes de la chute libre, parce qu'on montrait leur technique. Mais le public a rigolé, en croyant que c'était arrangé. Il a fallu pour cette cascade fabriquer un parachute spécial, assez fin pour pouvoir être dissimulé sous les vêtements du cascadeur. Il s'agit d'un matériel très en avance techniquement, qui comporte, comme les équipements classiques, un parachute dorsal et un ventral de secours, et aussi un mini-parachute dont l'ouverture accélère le déploiement de la toile. As tight as you want it right now? You said you wanted a little tighter than last time. That feels good. Maybe tighter than last time. C'est un système complexe mais qui a bien marché jusqu'ici. Le problème en cas de mauvais fonctionnement, c'est que la poignée pour déclencher le parachute de secours est cachée. Il faut ouvrir la chemise, couper ça, il y a beaucoup de choses à faire. Et si on n'y arrive pas, on risque de voir le parachute se mettre en torche, ce qui est embêtant. Donc on a besoin de plus de temps et d'attention. Mais pour l'instant, ça va. Il a fallu aux deux cascadeurs plus d'une semaine de répétition pour mettre au point cette cascade. On se bagarrait pour le même parachute et il finissait par me l'arracher. Il nous a fallu un bon nombre de sauts pour réussir. Mais à la fin, on est arrivé à faire pas mal de figures en une seule prise. Ce qui est drôle, c'est qu'on se bagarrait pour un faux parachute. Les vrais étaient cachés sous nos vêtements. Les progrès techniques, réalisés aussi bien dans la qualité des tissus utilisés pour les voilures que dans la forme même des parachutes, ont permis des chorégraphies de groupe et des acrobaties aériennes toujours plus étonnantes. L'usage des parachutes ne date pas d'hier. Déjà, Léonard de Vinci semblait les avoir pressentis. Les premiers aéronautes étaient équipés de parachutes sommaires. Tout de suite après la Première Guerre mondiale, certains avions comportaient des sièges éjectables munis de parachutes. Pendant une trentaine d'années, le cinéma s'est contenté d'utiliser des parachutes provenant des surplus de l'armée. Un matériel très sûr, mais très peu adapté à des acrobaties aériennes. Il a fallu attendre les années 70 et le développement du sport parachutiste pour voir changer les techniques de saut et le matériel lui-même.
est passé de la forme circulaire à des parachutes rectangulaires, ressemblant à une aile d'avion et beaucoup plus facile à orienter. Il ne s'agissait plus seulement de ralentir une chute, mais d'offrir aux parachutistes les moyens d'un véritable pilotage. Profitant de ces progrès techniques, le cascadeur Kevin Donnelly a imaginé en 1991 une extraordinaire acrobatie aérienne avec 2 avions et 2 parachutistes. Chaque parachutiste sautera de son avion à 6000 mètres d'altitude. Les 2 avions piqueront ensuite vers le sol, tandis que les 2 cascadeurs plongeront en chute libre et se croiseront dans les airs pour rattraper chacun l'autre avion. Pour réaliser cet extraordinaire exploit, Kevin Donnelly avait choisi comme partenaire un vieux de la vieille, Jim Wallace. Et pour piloter les 2 avions, des hommes qui n'avaient pas non plus froid aux yeux. Piquer avec ses vieux coucous à 90 degrés et pendant 5000 mètres n'était pas à la portée de n'importe qui. Mais Jim Franklin et Craig Isking avaient à eux deux 70 ans d'expérience. On a eu besoin d'oxygène pour monter à 6000 mètres. Et il faisait bien moins 20 ou moins 30. Voilà, les 2 hommes ont réussi. On pense d'abord à ce qu'on a à faire soi-même. Mais une fois sur le biplan, on se tourne pour voir si le partenaire a réussi. Ou s'il va falloir repartir et tout recommencer. Une fois les 2 cascadeurs récupérés, les pilotes devaient redresser leurs zingues, mais le plus lentement possible pour atténuer la pression due à la gravité. On s'aperçoit, en revoyant la séquence au ralenti, que les 2 cascadeurs ont utilisé des approches différentes. L'un abordant l'avion par en dessus et l'autre par en dessous. La berline Mazda 6. Le meilleur véhicule à vocation familiale au pays a maintenant une famille bien à elle. Voici les toutes nouvelles Mazda 6 Sport et Mazda 6 Familial Sport.
Deux nouveaux modèles de la gamme Mazda 6, conçus pour mordre la route et transporter tout ce que vous voulez. Le calendrier des Girls est le cadeau idéal sur DVD pour la fête des mères. Les critiques le décrivent comme le grand jeu, version féminine. Toute nue. Tu as janvier juste devant toi. Le calendrier des Girls. Il nous faut des brioches plus grosses. Le cadeau idéal pour la fête des mères, en vente maintenant sur DVD et vidéocassette. À quoi tu penses? Je réfléchis. À quoi? La cour. Faut l'arranger. As-tu des idées? Oui. Il est beau. Raviver sa cour arrière en un seul week-end de printemps devient facile, avec un peu d'imagination. Et une visite chez Canadian Tire. Ah, ça serait beau, ça, dans le cours. J'aime bien, oui. C'est ça, là. On peut voir ça facilement chez nous. Oh, wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un évier portatif qui vous permet de préparer la nourriture et de nettoyer juste à côté de votre barbecue. Alors? Tout semble un peu plus facile. Quand on commence chez Canadian Tire. François? Non, je couche ici. Je vais chercher mes choses dans l'auto. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit. Le droit de garder le silence. Toute parole que vous allez prononcer sera retenue contre vous. Au vendredi policier, dès 19h à Canal D. Plonger d'un avion n'est pas facile. Mais se lancer d'un point élevé, bâtiment ou falaise, avec pour amortir son saut un parachute, est beaucoup plus délicat encore. Et peut-être très dangereux, comme le montre ce document d'un parachutiste précipité contre une falaise. Dans le film Drop Zone, le héros doit effectuer du haut d'une tour un de ces dangereux sauts en parachute, un plongeon de 100 mètres. Mo Villetto est un des rares spécialistes capables de réaliser une cascade aussi délicate. 22 ans de métier lui ont appris à vérifier lui-même chaque détail de son matériel, chaque étape du saut. Le script prévoit que le héros se jette du 25e étage d'un immeuble en ceinturant un méchant. Il traverse une vitre, ouvre son parachute et puis se débarrasse du méchant en le précipitant vers le sol. Il y a beaucoup de détails à mettre au point pour assurer la sécurité de ce saut. D'abord, comme Mo ceinturera le mannequin, il ne pourra ouvrir lui-même son parachute. Un assistant est chargé d'accompagner Mo pour déclencher son parachute. L'assistant est lui-même assuré par un cordage pour ne pas passer par la fenêtre à la fin de la course. On essaie maintenant les différentes façons possibles de ceinturer le mannequin pour le maximum de sécurité. Étape suivante, le maquillage, pour faire ressembler Mo à l'acteur Wesley Snipes. La scène se passe de nuit. On a mis en place des grues qui permettront d'obtenir les mouvements de caméra souhaités par le réalisateur. Et sécurité oblige, une ambulance a été postée non loin du tournage.
Une explosion déclenchée électroniquement a fragmenté la vitre pour que Mo la traverse plus facilement. Une fois le mannequin lâché, Mo doit manœuvrer son parachute pour venir se poser juste face aux caméras. Tout s'est bien passé, et voilà ce que donne le montage final de la séquence. Pour les fanats de parachutisme, le haut lieu de ce sport se trouve quelque part dans la jungle vénézuélienne. Cela s'appelle la chute de l'Ange, une interminable cascade de 1100 mètres, la plus élevée au monde, qui offre avec sa paroi verticale le plus beau site naturel de saut en parachute. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de sport, mais de travail. Le tournage d'un film publicitaire. Le film ne durera que quelques secondes, mais on n'en a pas moins déplacé une équipe impressionnante qui est acheminée par hélicoptère jusqu'en haut de la falaise. La hauteur de la falaise permet une chute libre de près de 15 secondes, quelque chose d'exceptionnel lorsqu'on s'élance non pas d'un avion, mais d'un site naturel. 5 caméras ont été mises en place autour de la falaise, plus une caméra légère montée sur le casque du deuxième cascadeur qui suivra Matt dans sa chute. Ces prises de vue en plein vol sont très délicates à effectuer et nécessitent des spécialistes confirmés comme Tom Saunders. La principale difficulté de ces casques équipés de caméras, c'est le poids qu'on porte sur le crâne. Un matériel professionnel arrive à peser une quinzaine de kilos en additionnant la caméra cinéma, le recorder vidéo et l'appareil photo. Ça fait beaucoup et il vaut mieux connaître son affaire si on veut éviter la casse. On a aussi placé une caméra sur le ventre de Tom Matt pour filmer le saut sous l'angle du plongeur. Sept sauts successifs et autant de caméras différentes permettront d'aboutir à un montage final particulièrement spectaculaire. Le saut de l'ange a bien mérité son nom. 15 secondes de chute libre à couper le souffle laisse au parachutiste une centaine de mètres pour déployer son parachute et se poser tranquillement sur le sol. Bienvenue à bord. Veuillez boucler votre ceinture. Un écrasement d'avion a toujours une cause. Découvrez ce que vous cachent les compagnies aériennes. Merci de voyager avec nous. Gaston Lepage présente Danger dans les airs, mercredi 21h à Canal D. L'équipe de cascadeurs, dirigée par Bernard Davis, doit venir au secours de 2 rafteurs menacés d'être précipités dans les tourbillons d'un redoutable rapide. Le torrent est bien réel, et si les choses ne se passent pas au mieux, les cascadeurs risquent d'être emportés par le courant et de s'écraser sur des rochers 40 mètres plus bas. Cette séquence est tournée pour être incorporée à un clip vidéo dédié aux exploits d'Indiana Jones.
l'auteur du scénario et interprète le chanteur de rock Meat Loaf. En fait, c'est le film-annonce d'un film qui n'existe pas. Je suis membre honoraire de l'association des cascadeurs, comme mon t-shirt le prouve, et j'ai un très grand respect pour eux. Pour comprendre ce qu'est vraiment le travail d'un responsable d'effets spéciaux, il suffit de suivre Bernard Davis pendant une journée de tournage. D'abord à la conférence du matin, où il explique à chacun son rôle dans la cascade du jour. Au moment où le raft va être précipité dans la chute, qui fait une trentaine de mètres ou plus, on les arrache de l'embarcation en hélicoptère. Davis a 14 ans de métier et il a travaillé sur plus de 200 films, cinéma, télé ou publicitaires. Le pilote de l'hélicoptère, Henry Urgoiti, est argentin et un des meilleurs pilotes d'Hollywood. À côté de ces deux hommes clés, les cascadeurs qui vont être arrachés du raft en hélicoptère. Une femme d'abord, Spice Williams, l'égale des meilleurs cascadeurs masculins. Elle a tourné dans de nombreuses séries télé et des films comme Star Trek V. Je ne suis pas un casse-cou, je suis une technicienne. Si je travaille avec quelqu'un qui dit ne pas avoir peur, moi, je meurs de peur. La peur est essentielle, c'est ce qui vous protège, à condition qu'elle ne prenne pas le dessus. Le partenaire de Spice Williams s'appelle Ed Anders, un autre cascadeur confirmé. Pour la séquence où ils vont doubler les héros du film, les deux cascadeurs sont soigneusement maquillés et habillés, et surtout équipés d'un harnais sous leurs vêtements. Ce harnais recevra un crochet qui leur permettra d'être enlevés par l'hélicoptère. Le filin qui vous tractera sera accroché au centre de l'hélicoptère. Je ne tiens pas tellement à avoir un poids de 150 kg qui tire sur un des patins. Tout le monde est prêt. Davis peut donner le signal et les caméras commencer à tourner. Et voici la séquence transformée par la grâce du montage. Tout s'était bien passé. Et le chef cascadeur se réjouissait d'être arrivé au terme d'un tournage délicat. Malheureusement, un terrible accident allait endeuiller cette journée. En rentrant à sa base, l'hélicoptère heurtait un pylône de haute tension, faisant 2 victimes. Urgoiti, le pilote, et Mike Shee, le réalisateur. Un accident qui, même indirect,
Rappelez à tous que les cascades de cinéma resteront toujours dangereuses. Marché Asie-Saint-Denis sur la rue du même nom à Montréal. Un supermarché fréquenté surtout par des Asiatiques, mais pas tellement différent dans le fond des grandes surfaces occidentales que nous fréquentons. Évidemment, ne cherchez pas de sauce barbecue, de nouilles catelli ou de tout ce qui constitue l'ordinaire de votre gamme de manger. Ici, c'est l'Asie du ventre qui s'étale. Mais au royaume des odeurs subtiles, ça sent pas toujours bon. Je dirais même que dans le cas d'un fruit qui ressemble à un melon hérissé, le durian, ça sent franchement mauvais. En tout cas, selon nos standards occidentaux. Il paraît que c'est le roi des fruits en Asie et qu'à force d'en manger, l'odeur nauséabonde se transforme en un doux parfum envoûtant. En Malaisie, on lui attribue des vertus aphrodisiaques. Par contre, à Singapour, il est banni des hôtels, des trains, des avions et des taxis à cause de l'odeur. Seray Singh, c'est le fils du propriétaire, me propose une dégustation au coin du comptoir. Ah oui, c'est l'intérieur qui se mange. Vous mangez? Oui, manger comme ça, Marie, pour... Regardez qu'est-ce que vous avez là. Peut-être c'est très bon. C'est vraiment du crème glacée. Ouais? Oh, la crème glacée? Ouais. Le grand producteur, je dirais la Thaïlande. La Thaïlande, le Cambodge, ainsi qu'en Malaisie, en Inde, en Bangladesh. Ça pousse aux arbres? Ça pousse aux arbres, dans le sentier, oui. Il faut porter des casques de construction pour rentrer dans le sentier. Et donc pourquoi? Parce qu'au cas où ça tombe... Ah oui, c'est vrai que c'est dur, ça peut briser le crâne de quelqu'un. Pensez-vous que ça va percer ici au Québec, au Canada? Pensez-vous que les gens vont finir par apprécier ce fruit-là? On ne parle pas des Asiatiques, de la clientèle asiatique. Moi, de mon avis, comme commerçant, je dirais... je risquerais pas de m'investir là-dedans. Ce fruit n'a pas d'avenir chez nous, ça reste à voir. Il paraît qu'un pommiculteur québécois tente de créer une nouvelle pomme issue du croisement, si j'ose dire, avec le durian. Je sais pas si les pommes vont avoir des épines comme... Non, je pense pas. Une affaire à suivre. Entre-temps, si l'aventure vous intéresse, vous pouvez toujours commencer par les gaufrettes de durian ou encore les bonbons qui sont moins chers et moins odorants. À éviter à tout prix, par contre, l'essence de durian. Dans le fond, tout est affaire de goût. Je me demande comment réagirait la clientèle du marché Asie-Saint-Denis si on organisait une dégustation de camembert. Tiens, ça me donne une idée. C'est peut-être une question de goût. Remarquez, il y a peut-être des gens qui apprécient ça. La meilleure façon, c'est d'y aller à l'aveuglette. Monsieur? Non, bon, alors, pas ce monsieur-là, mais peut-être un autre monsieur ou une madame qui va accepter, avec courage, j'imagine, de sentir le durian. On va savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Peut-être que j'ai le goût dérangé.
paye plus en tabarouette. Ah, c'est bon, ça pue ça. Pour obtenir un avis irréprochable, objectif sur le goût de ce fruit, c'est à Saint-Hyacinthe, au Centre de recherche et de développement sur les aliments, qu'il fallait nous rendre afin de soumettre le durian à une épreuve décisive, celle des experts. Il est gelé, là. Super, super. Ah ben oui, ça c'est des bonbons. Le durian a franchi avec brio l'étape du premier contact. Restait plus qu'à le soumettre au vrai test, celui de l'analyse sensorielle, qu'effectuera un groupe d'experts qui, avant notre visite, n'avaient jamais entendu parler de lui. 5 experts qui forment ce qu'on appelle dans le jargon d'Agriculture Canada un groupe d'intérêt en analyse sensorielle. Leur verdict sera sans appel. Ils doivent goûter et le fruit et le biscuit à saveur de durian. Les biscuits, c'est pas pareil comme le fruit moderne. C'est vraiment la texture qui est étonnante. Oui, la texture est étonnante. Moi, je trouve qu'elle est intéressante. Elle a du potentiel. Ah oui? C'est différent, c'est vraiment... Oui. C'est du fruit? Oui. Donc, en général, en conclusion aussi, le fruit peut avoir un certain avenir. Ah oui, oui. Le fruit naturel meilleur que les biscuits, voilà le verdict, quoique tout est affaire de goût. Quant aux présumées vertus aphrodisiaques du durian, l'ordinateur d'Agriculture Canada n'a pas été programmé pour ce genre de test. Vous êtes sur le point de manquer de bons moments à Canal D. C'est pourtant vrai, demain, 19h. Vous êtes sur le point de manquer de bons moments à Canal Vie. L'Unitriceuse est heureuse d'avoir fait le point sur vos choix télé. Grâce à sa technologie avancée, le nouvel Ascensia Contour donne des résultats rapides et précis aux personnes atteintes de diabète. Il ne requiert qu'un petit échantillon de sang. Vous n'aurez plus jamais à étalonner votre appareil. Le nouvel Ascensia Contour, sans contredit, le meilleur jamais conçu. Mercredi à 21h, des histoires médicales extrêmes, renversantes. Des situations que vous n'auriez jamais cru possibles, racontées par ceux qui ont survécu. Voyez Intervention Miracle, suivi à 22h de Décor ta vie. Les dentifrices blanchissants ordinaires blanchissent seulement pendant le brossage. Mais Crest Night Effects reste sur vos dents pour les blanchir en 14 nuits. Vous prête? Allez-y. Les rides, je les attaque. La fermeté, je la regagne. Avec Revitalift, double action anti-rides et fermeté.